Quelle est la finalité quand même de l'écologie? C'est de continuer à vivre ensemble sur cette planète et de la maintenir viable. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Pascale Derme est une journaliste, auteure et réalisatrice spécialisée dans les questions de nature et d'environnement. Elle a notamment travaillé aux côtés de Nicolas Hulot et de Yann Arthus Bertrand et a publié de nombreux livres. Il me semble important d'explorer la problématique écologique dans ces premiers épisodes, car la question de notre rapport à la nature est essentielle pour pouvoir imaginer le monde de demain. On parle de l'histoire de l'écologie, du rôle particulier des femmes, des limites des médias traditionnels, de transition et de solutions locales à laisser, et de la nécessité de prendre conscience des enjeux. Comme vous l'entendrez, Pascale fait référence à de nombreuses personnes, ouvrages ou projets. Vous pouvez les retrouver dans la description de l'épisode sur votre appli ou sur sismic.fr. Merci de me recevoir. Bonjour Pascale Derme. Bonjour. Pascale Derme, ça fait très interview officielle. Donc, bonjour Pascale, on va recommencer. Bonjour Julien. Donc bienvenue dans Sismic. Donc l'idée de ce podcast, c'est de jouer à se projeter dans le futur pour comprendre un peu ce qui nous attend et réfléchir à ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que demain soit un endroit sympa où vivre. Donc pour pouvoir bien se projeter, il faut déjà bien appréhender ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce qu'on va faire un peu ensemble, notamment sur le thème de l'écologie et de l'environnement, parce que c'est un sujet qui nous semble être particulièrement important. On peut peut-être commencer par ça, justement. Pourquoi l'écologie, d'une manière générale, est un thème important aujourd'hui ? Ce qui me paraît important pour moi aujourd'hui, c'est de dire qu'on est dans une étape où, hormis les débats, les échanges, etc., qui sont toujours intéressants, cette prise de conscience que l'écologie n'est pas un mouvement politique uniquement. Parce qu'en France, on revient souvent à cette question-là. Ah oui, tu es dans l'écologie. Alors quelle déception cette écologie au niveau politique. Non, l'écologie est une science. L'écologie est une interprétation du vivant et des interactions entre le vivant. Donc l'écologie nous renvoie de facto à notre interdépendance avec le monde vivant et avec les habitants de cette planète. Et c'est ça qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est de réaliser cette interdépendance, c'est mon premier point. Réaliser cette interdépendance à la fois avec l'ensemble des constituants végétaux, minéraux et humains de la planète. Revenir à ce fondamental-là me paraît intéressant, on pourra y revenir. D'où découle un déploiement de droits et de responsabilités à la fois spatiales mais aussi intergénérationnelles, qui est le deuxième axe qui me semble intéressant dans les enjeux de l'écologie aujourd'hui. Je pense à l'écocide, dont un certain nombre de pays se sont déjà emparés pour faire classer et pour aller vers une pénalisation des droits associés à des territoires, à des rivières, à des forêts. C'est quoi l'écocide ? L'écocide, c'est considérer qu'en fait, la destruction de certains écosystèmes, de certains lieux et sont pénalement répréhensibles par la Cour pénale internationale dans le sens où les détruire équivaut en fait à détruire des milieux de vie vitaux pour des communautés, pour les générations futures, etc. Donc c'est nous resituer, nous humains, dans une histoire de l'humanité où nous ne sommes plus tout puissants et au-dessus à intenter de ces milieux, mais nous sommes dans une chaîne. Donc prendre conscience de là d'où on vient et de là où on va, c'est ça la prospective. On a fait l'Institut des futurs souhaitables. On commence par savoir d'où on vient pour essayer de voir avec à la fois un faisceau de conjonction, la raison et l'intuition, à mon avis, et aussi une vision. Un mélange de tout ça pour voir où on va. Et cette chaîne-là, à la fois cette interdépendance et cette conscience de cette chaîne-là dans laquelle nous sommes, aujourd'hui spatialement, avec des populations qui sont en Afrique, qui sont au Népal, est importante pour continuer à creuser à explorer cette écologie qui à la fois est basée sur des écosystèmes vivants et aussi sur les services que peuvent nous rendre ces écosystèmes. C'est aussi un troisième point qui paraît intéressant aujourd'hui, c'est que les services écosystémiques ne sont pas seulement économiques, ne sont pas seulement politiques, ne sont pas seulement les supports de notre économie vivante, mais sont aussi des services de santé et qui sont des services de santé physique, émotionnel et cognitif très importants. Et ça fait partie des recherches qui sont notamment menées à Stanford, où je vais aller en mai, mais ça fait 5 ans que je suis en relation avec ces personnes, c'est que la nature est un pourvoyeur essentiel de santé physique, émotionnelle, cognitif. Et donc, à contrario, se couper de cette nature, ça n'est pas uniquement dommage. Pour nous, pour nos enfants, etc., ça nous coupe de liens vitaux, ça génère des dépressions,
Ça génère toute une série de court-circuits physiques qui peuvent entraîner à la fois des maladies, mais aussi des problèmes de psychologie, de troubles mentaux importants. J'ai filmé un scientifique en Allemagne récemment qui s'appelle le professeur Meyer Lindenberg, qui a étudié en fait l'impact de la vie en ville versus de la vie dans la nature, et surtout en fonction de l'origine des personnes qui l'étudiaient, c'est-à-dire le fait d'avoir vécu dans un milieu rural. Est-ce que ça nous provoque une résilience par rapport à ce que peut nous entraîner la vie dans un milieu urbain ou pas, et donc il a clairement montré que la vie dans les villes activait vraiment l'amygdale, qui est le centre du stress et de la peur et de la fuite, beaucoup plus que les personnes qui vivent dans le milieu naturel, mais aussi les personnes qui sont nées en ville et qui n'ont pas eu cette couche, je dirais, de confort de la nature, sont beaucoup plus sensibles à toutes ces questions-là. Et on sait que les taux de dépression et de schizophrénie sont de 20 à 40% plus importants dans les villes. Ça n'est pas par hasard, évidemment. C'est des milieux qui affectent notre santé. Je dis pas que tout le monde doit aller vivre à la campagne, bien sûr, ça n'est pas mon propos. Le film que je réalise, Natura, s'inspire de ces recherches qui sont menées dans le monde entier, du Japon, au Canada, à Stanford, à Oxford. Il y a eu des compilations en plus très intéressantes qui montrent qu'effectivement, voilà, donc il y a des services écosystémiques pour notre santé mentale et physique très importants, que des scientifiques pionniers dans leur domaine sont en train de mettre à jour, et ça va faire sans doute avancer aussi l'écologie dans cette direction de la santé environnementale. Ok, bon, c'est une belle intro. On va essayer d'aborder un peu tous ces thèmes-là de manière séparée, donc notamment revenir aussi sur un sujet qui m'intéresse, sur le rapport de l'homme avec la nature et comment ça peut nous aider aussi pour mieux appréhender ce qui va arriver demain. C'est là qu'on pourra parler des femmes. Exactement. Vous parliez du fait que le politique, pendant longtemps, l'écologie a été traitée comme un mouvement politique, enfin reprise comme un mouvement politique, et du coup j'avais l'impression que c'était, notamment quand j'ai grandi, que c'était un peu un sujet à part, traité en dehors du reste, comme si c'était quelque chose justement qui n'était pas connecté au reste, et que aujourd'hui c'est un peu en train d'évoluer. Est-ce que j'ai raison de dire ça ? Est-ce que justement il y a une évolution par rapport à ça, notamment dans la manière dont le politique traite ces sujets-là, ou... Alors, pour avoir fait des études de sciences politiques, c'est vrai que donc il y a une vingtaine d'années, il n'y avait aucun cours de développement durable. Donc, dans les années 90, aucun cours de développement durable. Évidemment, pas d'économie sociale et solidaire. Il n'y a pas eu mention du mot écologie en 3 ans de Sciences Po, pas un mot. Aujourd'hui, je sais que ça a beaucoup changé, qu'ils sont même sur des thèmes de méditation dans l'entreprise, et ils sont sur une ouverture en plus des sciences politiques. Donc je crois qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu aller voir sur le terrain, je suis journaliste, je suis auteur, je suis réalisatrice, j'aime aller voir les réalisations. Donc je suis moins dans la théorie, enfin je suis pas dans la théorie seule. J'ai besoin d'aller voir, d'aller rencontrer physiquement les personnes qui agissent, et c'est ça qui m'intéresse. Cette question, c'est cette part de l'humain dans les évolutions que nous connaissons. Donc j'ai été voir des territoires qui avaient innové, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans l'écologie. On est bien loin d'un retour à la chandelle. Et ce qui est intéressant dans l'écologie pour moi, c'est la façon dont ça permet aux territoires physiques d'évoluer et d'innover, de créer des emplois, de recréer du lien social, bien sûr de préserver leurs ressources, mais de valoriser leurs ressources, qu'il s'agisse de ressources forestières, de biomasse, etc., pour les énergies renouvelables, et puis aussi d'aller voir des territoires qui sont conscients à la fois de leur potentiel, mais aussi de leurs limites, qui ont expérimenté, c'est Edgar Morin, l'écologie des solutions, c'est de l'intelligence incrémentielle, c'est-à-dire comment on peut se planter, c'était l'Europe aussi, les petits pas, etc. Donc pour moi, d'après ce que j'ai vu dans les territoires, et ça a été l'objet d'un livre qui s'appelait « Ils l'ont fait, ça marche, comment l'écologie change déjà la France ». Donc là, j'ai été voir des représentants à la fois du monde politique, associatif, citoyen. J'ai vu que ces minorités actives, comme dit Erwan Lecoeur, ces minorités actives sont celles qui peuvent entraîner des territoires sur des innovations en termes de ça va très loin, ça va du bio dans les écoles, à la création de l'économie sociale et solidaire, à l'habitat participatif. Je pense à Strasbourg, qui est très à côté de l'Allemagne, où ça se pratique depuis longtemps. Il y a beaucoup d'expérimentations dans les territoires. Il y a eu mais quand ces expérimentations ont réussi, encore que le mot réussi, il faudrait en parler. Mais en tout cas, quand elles ont été considérées comme des succès, c'était le fait de minorités actives à la fois hybrides, à la fois politiques, citoyennes, économiques, privées, publiques,
Et elles n'attendaient pas que les politiques leur donnent le go. Et je dirais même que même dans les municipalités comme Strasbourg, qui ont innové sur l'habitat participatif, qui était interdit quasiment et non reconnu par les banques et les assurances, on ne pouvait pas construire ensemble en communauté d'habitants à Strasbourg avant, il y a 4-5 ans. Mais on ne pouvait pas construire du tout comme ça en France. Et pourtant, ça se faisait déjà en Allemagne, à Fribourg et dans les écoquartiers où il y avait des coopératives d'habitants. Quand Strasbourg a commencé à se dire on va faire comme en Allemagne au bout de 15 ans, ils l'ont fait de façon pirate. Ils l'ont fait comment dirais-je, hors la loi. Voilà, des municipalités se sont mises hors la loi pour faire avancer les choses parce qu'elles avaient un territoire, elles savaient que en Allemagne à côté ça se faisait et que ça fonctionnait, et qu'ensuite la loi Allure a entériné ces dispositifs de coopératives d'habitants et donc ont permis à des personnes de construire écologiquement ensemble des lieux de vie à la fois plus sains et avec des conditions de partage de collectifs beaucoup plus avancées, qui va très bien avec les familles monoparentales et tout un tas de besoins sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est que l'écologie permet aussi à des territoires d'innover, que quand ils innovent, c'est des minorités actives très déterminées qui le font. Ils sont légitimes parce qu'elles ont souvent un temps de gestation très long, d'après ce que j'ai pu observer, 5-10 ans. Et ensuite, elles y vont. Et donc, pour moi, la politique, pour conclure sur cette question, la politique publique, disons, elle joue davantage un rôle de lion entre ces innovations. Elle permet le passage à l'échelle peut-être Alors, elle permet un passage à l'échelle à condition qu'elle n'occasionne pas de recul. Mais en tout cas, elle permettrait un passage à l'échelle, bien sûr, sachant que ce qui est intéressant dans ces innovations, c'est que c'est vraiment très contextuel. C'est-à-dire que ce que peut faire Strasbourg en habitat participatif, parce que il y a eu 15 ans de frottement avec l'Allemagne, 15 ans d'expérience croisée avec l'Allemagne, c'est pas forcément quelque chose. Parce que la ville de Strasbourg a des terrains en centre-ville qui se prêtent, des dents creuses qui se prêtent à cet habitat participatif, c'est pas quelque chose que peut faire forcément Mulhouse, Besançon, etc. Ce que peut faire Besançon en termes d'incinération des déchets, et ce qu'a fait Besançon en incinération des déchets au poids et à la levée, c'était une grande innovation à la fois technologique, avec des puces, culturelle, etc. Toutes les villes ne peuvent pas le faire forcément, mais en tout cas qu'il y ait des modes d'emploi, oui. Ce qu'a fait Los Angeles pour sortir de son passé minier et devenir un territoire exemplaire en développement durable, passant de l'énergie noire à l'énergie verte en l'espace de 5 à 10 ans, 10 ans on va dire. Toutes les collectivités ne sont pas concernées par ce passé minier, et donc ça n'intéresse pas. Par contre, celles qui sont autour, effectivement, peuvent avoir. Donc la politique peut jouer un rôle de liant et aussi laisser beaucoup plus de place à l'innovation dans les territoires. Et je crois que cette idée-là, elle est en train d'être implémentée justement. C'est-à-dire, il y aurait des territoires qui disposeraient d'une législation plus souple et plus souple pour pouvoir mettre en place des technologies, des innovations, à la fois écologiques, sociales, en avant-garde, avec un système de subvention en avant-garde. Ce qui m'intéresse actuellement, et ce que je constate, c'est que l'écologie n'est plus seulement un enjeu scientifique, n'est plus seulement un enjeu technique, ni un enjeu économique, ni un enjeu... mais c'est un enjeu culturel. Et ça, c'est assez récent, dans le sens où on parle de nouvelles pratiques de vivre ensemble, nouvelles pratiques de consommation, de nouvelles pratiques même d'une quête de sens. Et ces enjeux-là, sur le terrain, quand vous allez voir les personnes qui n'ont pas attendu finalement qu'on leur serve des nouvelles lois aux petits oignons pour agir, c'est ce qui est très intéressant, c'est que ça leur permet de retrouver un sens, de créer des emplois, d'avoir un environnement plus sain. C'est tout bénef, quoi. Ça paraît bisounours, mais moi j'ai été voir 15 territoires dans ce sens-là, et oui, ça recrée du lien intergénérationnel. Los Angeles, oui, il y avait les petites mémés, et en même temps il y avait les jeunes, et il y avait eu 3000 emplois créés. Ça paraît assez utopique, mais ça marche parce qu'il y a eu des prises de conscience qui sont faites progressivement. Donc on rejoint un peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il y a eu ce mouvement qui a progressé et qui a aussi planté des graines, qu'on voit un peu plus émerger aujourd'hui, et notamment sur les territoires. C'est-à-dire que même si on sent que la question au niveau de l'État est prise, mais elle est arbitrée avec d'autres choses et que du coup ça se fait assez lentement, sur les territoires, on constate en fait que ça bouge plus vite, c'est ça ? J'ai l'impression que ça bouge plus vite
Parce que les personnes sont en contact avec l'air, l'eau, la terre. C'est ça l'écologie. C'est ce qu'il faut. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on mange. Mais ça, je vais pas vous faire la leçon. La question fondamentale de l'alimentation préoccupe de plus en plus les Français. La traçabilité. On a vu les états généraux de l'alimentation. La traçabilité, les circuits courts, tout ça, ça prend beaucoup. C'est culturel. C'est pas seulement chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir. C'est d'où ça vient, par qui c'est produit, comment c'est produit. Donc il y a une curiosité. Il y a un appétit, si on peut dire, de l'écologie qui est sur un appétit de savoir dans quelles conditions des pratiques sont produites, ce que l'on mange, ce que l'on boit, etc. Les personnes qui ont des enfants sont encore plus sensibilisées à ces questions-là, dans le sens où on donnait la vie à un être dans lequel et poser cet être nouveau dans un environnement pollué, malsain et dangereux, c'est un oxymore total. Quand on donne ou quand on contribue à donner la vie, on n'a absolument pas du tout envie de lui donner un environnement mortifère. Il y a une prise de conscience ça très forte à ce moment-là. Moi, j'avais fondé une association d'éco-mamans à un moment donné quand j'ai eu moi-même mes enfants. Et c'est les mères et les pères. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, vous portez un enfant dans vos bras. Qu'il soit de vous, qu'il soit adopté, peu importe, mais vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il va respirer, qu'est-ce qu'il va boire, est-ce que j'ouvre le robinet ou pas, et qu'est-ce qu'il va manger. C'est un instinct de survie que nous avons, qui se déclenche encore plus quand nous sommes parents. C'est à la fois une responsabilité, mais je dirais que c'est une responsabilité doublée d'un hédonisme. Ça n'est pas l'écologie punitive. Le film Le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot, avec lequel j'ai commencé moi il y a 20 ans, Nicolas Hulot dans sa fondation, n'a pas fonctionné. Pourtant le film a été, je l'ai vu parmi les tout premiers visionnaires. Est-ce que sans c'est le négatif, commentaire. Ça fait peur, et c'est ça? Ça a fait peur. C'était très vrai sur ces circuits de monde, sur les murs. C'est un très beau film. On est plusieurs à penser que c'est un très beau film. Il n'a pas fonctionné parce que les gens n'ont pas envie qu'on leur revoie des peurs. Ou alors il faut que ça soit vraiment de la collapsologie très très puissante qui déclenche une prise de conscience. Mais juste faire peur, montrer des choses, on a besoin de etc. récits aussi de Voilà, positifs, c'est ça? il y a un besoin de récits et ça aussi c'est culturel. On a besoin de mythes, on a besoin de monde désirable, d'aller de l'avant. On a besoin de nouvelles valeurs. J'aime bien en fait ce mot de la communauté de l'Institut des Futurs Souhaitables. Alors, l'Institut des Futurs Souhaitables, je précise, c'est une formation, un cycle de formation que on a fait tous les deux, donc c'est pour ça que ça revient. L'Institut des Futurs Souhaitables, présidé notamment par Mathieu Baudin, et parmi les valeurs effectivement du monde durable et à la fois en lucidité, mais aussi en désir de contribuer positivement à un autre monde. Hein, on est des conspirateurs positifs, on peut le dire. On parle de passer de la bienveillance à la bienveillance. Et en fait, cette idée de bienveillance me plaît beaucoup dans le sens où on est très loin du simple, de la gentillesse et de l'ouverture de cœur, etc. Même si c'est très bien. On est sur un optimisme offensif, ça, et je trouve que il y a des pressions, il y a des lobbies. Vous allez sans doute parler de tous ces combats-là. Je pense à Corinne Lepage. Il y a des personnes qui se battent et qui connaissent Valérie Cabanès sur End of Ecocide on Earth. Il y a des personnes qui se battent sur ces questions-là et Vandana Shiva, bien sûr, il faut se battre, mais en même temps, voilà, il y a des solutions à trouver aussi. Et que l'écologie en fait est devenue un mouvement beaucoup plus large que la simple question, enfin qui est pas simple d'ailleurs, mais de l'environnement, et que il y a une prise de conscience sur le fait que en fait c'est beaucoup plus large que ça rejoint nos modes de vie, nos modes de consommation, et que ça répond justement à la question, surtout à cette époque où justement l'angoisse monte. On parlait de l'angoisse qui peut être générée par un film comme celui de Nicolas Hulot, à juste titre à mon sens, mais qu'à mesure que tout ça monte, il y a une prise de conscience que déjà il va falloir agir, et que deux, finalement, c'est plus large que simplement du recyclage, par exemple, pour caricaturer. Et que du coup, on a besoin de poser la question de comment on vit d'une manière large, comment on interagit. Donc c'est un peu tout ça, en fait. Et du coup, ça se passe plus au niveau local, parce que c'est peut-être plus facile aussi de mettre en place des choses concrètes à expérimenter.
Même si c'est des communautés de communes de 20 000 personnes, hein. On parle pas de 20 personnes, là. Besançon, l'incinération au Poix et l'Alvé, c'était 200 000. Non, mais c'est intéressant de voir les échelles qui peuvent être aussi petites, mais qui peuvent être aussi importantes. Quels sont les freins et à quoi ce type d'initiative peut s'opposer? Quelles sont les difficultés, justement, pour mettre en place Il y a des difficultés qui sont inhérentes au fait que c'est des personnes qui ne se parlent pas toujours. Donc on revient à l'humain. Quand vous essayez d'impliquer l'écologie industrielle en Rhône-Alpes, moi j'ai eu des responsables politiques de la région Rhône-Alpes qui m'ont expliqué, mais très bien l'écologie industrielle, mais vous avez effectivement quelqu'un qui va rejeter des fumées que l'entreprise d'à côté va pouvoir utiliser pour se chauffer. Mais ces personnes qui se parlent pas, qui sont incapables qui ne sont pas du tout habituées à gérer leur flux et leur stock ensemble, c'est des choses très simples comme ça. Donc il y a un temps comme ça de dialogue et quand par exemple Lyon, la ville amie des aînés, doit parler veut faire une politique intergénérationnelle, mais il doit parler à la fois avec des personnes qui sont dans les espaces verts pour gérer les espaces verts de façon à ce que les aînés puissent marcher sans se casser la gueule, ou avec les transports publics pour peut-être même inciter les chauffeurs à conduire différemment. Ça va se nicher. Ça, pour moi, c'est de l'écolo-vie. D'une certaine façon. Donc ça va, voilà, c'est compliqué parce que faire parler toutes ces personnes, mais c'est ce qui est formidable dans l'écologie, c'est qu'en fait c'est un vecteur de lien. On va dire, on est presque sur un sens chamanique de l'écologie, dans le sens où c'est un vecteur de lien entre des gens, des espaces verts, des services publics, de la politique, de l'économie. Et ça retisse des liens sur les territoires, pour répondre à votre question. Et pour répondre à la question précédente, ça permet à tout un tas de gens de retrouver un sens à leur existence. Et c'est là où l'écologie. C'est quoi, ça reconnecte au réel d'une certaine manière à la communauté, ouais. Voilà, un sens à la communauté, un sens à la vie, avec des conséquences très claires de ces actes. Quand des collectifs d'habitants s'engagent à construire ensemble un immeuble écologique, ça va peut-être prendre 2-3 ans et pas mal de réunions et pas mal de cacophonie, mais en même temps, au final, ils auront un lieu de vie qu'ils ont conçu, qui a leur image, où ils pourront qui sera sain, voilà. Ils ont bien sûr aussi une bonne conscience, mais c'est indépendamment du fait religieux. Donc cette quête de sens, cette écologie du sens, cette écologie, je dirais, de l'être, aujourd'hui, elle me semble très très importante. Alors elle va pas toucher forcément tous les milieux financiers, bancaires, etc. Moi, j'ai de la famille qui travaille dans ces milieux-là. Mais ils y arrivent. Il y a une question d'âge aussi. C'est qu'ils y arrivent aussi à cette question de sens, même en étant dans des banques qui font du business as usual. Une question d'âge, c'est-à-dire, il y a une vraie différence entre le... Il y a des déclics, il y a à mon avis, mais c'est vraiment mon avis, voilà. Parle autant je donne mon avis. Ça reste toujours un avis, de toute façon. Donc, il y a des âges pour les déclics écologiques qui sont peut-être effectivement la mise au monde ou la naissance des premiers enfants. Ensuite, il y a une période dans la vie où on a peut-être un petit peu le nez dans le guidon et si on n'a pas choisi ces métiers-là en lien avec l'écologie. Et puis, vers 45 ans, voilà, je pense qu'il y a aussi une quête de sens quelque chose d'assez organique. Et se dit, mais à quoi sert tout ça? Et c'est là où la question du temps rejoint l'écologie. Question que j'ai travaillé aussi dans le sens où voilà, il y a ce vivre ensemble dont on a parlé déjà sur un territoire ancré où la politique joue un rôle de lion, mais où l'initiative est forte et puis utiliser à la fois les nouvelles technologies qui sont très évolutives, etc. Mais il y a aussi la question du comment on vit et sur quel territoire, et la question du temps. Alors j'aime pas parler de décroissance dans le sens où je trouve pas ça très positif. Et puis qui a envie ça n'est pas la vie. La vie ne décroît pas. Ou alors sur la fin de la vie. Ça n'est plus l'âge des déclics, la fin de la vie. C'est l'âge de déclics écologiques. Mais je crois qu'il y a une question du temps qui est importante, et j'ai fait un tour d'Europe, en fait, des personnes qui, après s'être réapproprié leur espace et leur milieu de vie, prennent le temps, ont essayé de se réapproprier leur temps. Ça me paraissait intéressant comme démarche, parce que au début, donc j'ai été voir des écoquartiers des territoires, des personnes qui avaient décidé de créer écologiquement leur milieu de vie, et j'ai vu que ça pouvait fonctionner. On en a parlé tout à l'heure quand ils étaient sur ces conditions de minorité active, d'hybridation, de pluriétiquette, etc. Mais la question du temps, elle est autrement plus épineuse, et elle est liée, elle induit des choix de consommation, de consommation, dans le sens où qui peut vivre hors de l'économie mondiale? C'est un luxe que très peu de personnes peuvent se permettre.
Donc il y a des choix évidemment de consommation, il y a des lieux où on peut vivre un peu plus lentement que d'autres. C'est vrai que dans des villes effrénées, et pourtant quand je vois Karl Honoré que j'ai rencontré qui a écrit L'éloge de la lenteur, vivant à Londres, dans une activité effrénée pour sa part, il s'est aménagé des bulles dans sa vie. Il y a une façon de pouvoir se réapproprier son temps, mais cette question du temps, elle est essentielle dans le sens où l'écologie, le flux économique dans lequel nous sommes est entièrement fondé sur le temps, sur la rapidité d'exécution, sur la bourse, sur la rapidité. Donc hors sol et très court terme aussi. À court terme et qui génère beaucoup d'erreurs. Les scientifiques publient beaucoup, ils sont amenés à publier beaucoup. Et il y avait une étude qui m'avait intéressée qui montrait que évidemment il y a un nombre d'erreurs en publication biologique, en biologie, beaucoup en sciences de la vie de la Terre, énorme. Et donc il y avait même un mouvement de slow science à côté du slow food et à côté du slow tout ça. Parce qu'on est obligé de publier de plus en plus vite, ça rejoint d'autres cycles. Mais c'est vrai que cette question du temps et de tous ces mouvements slow rejoignent l'écologie parce que c'est du moins en mieux, c'est de la qualité, c'est du qualitatif et c'est donc culturel aussi et ça aide les personnes aussi à trouver ce sens dont on parlait. Donc à ne pas négliger cette question du temps. En termes d'échelle, justement, je vous pose la question de l'échelle. C'est-à-dire que je vois bien qu'il y a des choses comme ça qui existent et qui sont super intéressantes, mais que ce soit au niveau des initiatives locales, concrètes, ou de ces sujets-là, justement, de gens qui choisissent de prendre un peu plus de temps, est-ce qu'on voit naître un vrai mouvement qui laisse croire qu'à un moment donné, on va sortir d'un certain système qui oblige justement d'aller de plus en plus vite, ou alors ça reste anecdotique finalement, et ça reste à la marge. C'est difficile de dire ça, mais est-ce que... C'est très difficile, les villes en transition, c'est la question elles sont de l'impact combien en fait, Il y a la question du passage à l'échelle est très importante aujourd'hui, mais on dit que par exemple, dans une assemblée, quand vous avez 7 à 10 ou 15 influenceurs dans une assemblée, ça suffit à renverser en fait la dynamique. Ça a été étudié. Margaret Mead parle aussi de minorité active et effectivement, ne doutons pas qu'un certain nombre de personnes très engagées puissent changer la face du monde. Ça a toujours été comme ça. C'est vrai. Les révolutions, c'est toujours des minorités. Donc on n'est pas forcément sur. On n'a pas besoin. Je dis on parce que je suis une journaliste engagée maintenant. Assez proche du côté de l'action quand même. On n'a pas besoin forcément de rallier la majorité des personnes pour que les Mais justement, ça commence à faire boule de neige quand même. Donc c'est très difficile bien sûr que les villes en transition, elles sont combien 300 à 350, ça a bien pris aussi ce mouvement des villes en transition. C'est parce que ça correspondait à, je crois, à un vrai besoin des personnes de retrouver la qualité de ce qu'elles mangeaient, de ce qu'elles les slow cheetah, par exemple, pour rester sur l'exemple du temps, ça peut paraître anecdotique. Elles sont une centaine. Les mesures sont difficiles à prendre. C'est des villes qui décident de, par exemple, avoir un rapport au temps modifié en induisant des heures d'ouverture des administrations plus tardives, en tenant compte du rythme des personnes, en ayant bien sûr des transports en commun et des réglementations sur les transports assez drastiques. Mais du coup, on va plutôt pas dans ce sens-là, parce qu'on ouvre les magasins le dimanche, on retarde l'heure d'ouverture du métro. C'est-à-dire que c'est pas les magasins, parce qu'ils continuent à faire la sieste entre midi et 15h. Non, c'est plutôt les administrations, la poste. Et alors, c'est né en Italie, les slow cheetah, mais il y en a un petit peu dans le monde entier. J'avais fait un reportage et c'est vrai que ça se joue pas sur les magasins tellement, ça se joue sur l'administration plutôt. Les mairies, la poste. À Paris, ils ont essayé de faire un bureau des temps à Paris. Il faudrait voir ce que ça a donné. Mais c'était une réflexion aussi sur ça, sur comment permettre aux personnes de sortir d'un rythme effréné dans lequel ils sont en dépossession totale non seulement de leur existence, mais aussi de leur consommation, de leur vie. Or, on est à l'inverse là de l'écologie qui est, à mon avis, plutôt une réappropriation de sa vie, de sa nourriture, de son environnement. Enfin, en tout cas, une voie vers la réappropriation. C'est pour ça que c'est tellement difficile à évaluer. Justement, sur le thème de la décroissance, alors même sans aller jusque à creuser sur ce thème-là ou à prôner ce thème-là ou à être d'accord, il y a cette idée que une des causes profondes des dérives écologiques, de la manière dont on exploite l'environnement, etc., c'est le fait justement que ça va trop vite, que les cycles de consommation sont trop rapides, et que par ailleurs ça plaît à de moins en moins de gens finalement, puisque ça crée d'autres types de troubles, des maladies ou de burn-out. Donc on commence à voir les limites.
mais néanmoins, enfin, moi, j'ai pas vraiment l'impression que ça ralentit. C'est-à-dire que je prends l'exemple, par exemple, de ce qui se passe à Paris, puisqu'on y est, avec la tentative d'Anne Hidalgo de fermer les voies sur berge, qui est l'activité fraîche, justement. Donc, de dire, OK, on va faire quelque chose pour l'environnement, faire une tentative de dépolluer, mais ça s'oppose, en fait, directement à tellement d'autres choses qui sont liées à la rapidité d'accès à la ville, donc on revient à la problématique du temps, à la praticité, que en fait c'est très difficile. C'est très difficile à appréhender pour beaucoup de gens qui sont confrontés à une autre réalité, voilà. Et donc c'est toujours la problématique de court terme et long terme. Et deux, parce que ça marche pas forcément tout de suite, même sur la problématique environnementale. Donc personne ne dit que c'est facile, c'est très difficile. D'autant que cette pollution-là sur la santé, malgré les chiffres alarmants de l'OMS, elle est invisible. Les médecins eux-mêmes, moi j'avais interviewé quelqu'un qui m'avait menti éhontément, qui d'ailleurs est passé depuis devant le conseil des médecins, un pneumologue dont l'hôpital était au bord du périphérique et qui m'avait qui m'avait menti en disant mais alors qu'il était payé, pas de problème, aucun problème, l'OMS, les particules fines, tout ça n'existe pas. Il était payé par le périphérique ou... Il était payé par il était payé par des industriels automobiles. Et donc ça a fait grand bruit, et effectivement moi il était en face de moi, il m'a menti, et 3 mois après il a été mis en examen. Et quand vous avez en face de vous un pneumotologue avec quelqu'un qui est en train de cracher ses poumons qu'on venait de filmer dans son bureau, et qui lui dit, et qui me dit, mais qui lui a d'abord dit à elle et à son enfant, non, vous risquez rien, vos problèmes d'asthme qui sont arrivés comme ça depuis que vous habitez au bord du périphérique, c'est un hasard, ça n'a rien à voir, c'est psychologique. Vous comprenez qu'il faille des combattants, on a parlé beaucoup de valeurs, de culture, etc., de bien-être de sens, mais je vous disais aussi que ce pouvoir des lobbies, des industriels, etc., voilà, on est peut-être à un point de bascule, mais il y a encore beaucoup d'engagement à avoir, et ça a beau être culturel, peut-être qu'on est assez proche du point de bascule, mais on est quand même encore on a besoin de Corinne Lepage, on a besoin de lutte contre quand Renault, parce qu'il y a un pouvoir de l'oubli qui est incroyable. Renault continue à faire des bénéfices alors que les voitures étaient complètement hors la loi sur le plan des normes et des pots d'échappement. Ça n'empêche pas les gens d'en acheter. On n'en parle plus, donc il y a cette rapidité aussi des médias. Moi, je suis assez bien placée pour savoir que en fait voilà, il y a une résilience, il y a pas une résilience parce que c'est un terme positif, il y a un oubli, voilà, il faut pas négliger ce facteur. Comment le métier de journaliste évolue par rapport à ça, justement, s'il évolue? Parce qu'il y a aussi de plus en plus de pression sur ça évolue pas, en fait, dans les médias. C'est pour ça que ce que vous faites est très bien, parce que ça n'évolue pas du tout du côté des médias. Quand un média comme l'Hebdo veut faire un média indépendant, s'affiche comme un média des nouveaux conspirateurs positifs et veut des nouvelles valeurs, et qui commence par faire sa une sur Nicolas Hulot et sa vie sexuelle, on se rend compte que, et moi j'ai des amis qui travaillent dans ce magazine, à quel point on n'y est pas. Et voilà, on n'y est pas. Et les chaînes qui ici sont, les Ushuaïa, etc., c'est des chaînes sur abonnement, donc tout le monde ne voit pas beaucoup. Par contre, ce qui marche de plus en plus, c'est les documentaires. Ça, vous avez vu. Voilà, demain, Arthus Bertrand. On a le travail d'Élise Lucet aussi sur certains sujets. Et elle est formidable. Moi, j'adore. Donc ces documentaires-là, alliés à quelques émissions encore résistantes qui font du lobbying, sont essentiels. Mais je crois aussi beaucoup à la beauté des images de Yann Arthus Bertrand que j'ai connu pendant 1 an et demi, 2 ans, parce que voilà, il y a ces chocs salutaires aussi qui font peut-être tout autant qu'un rapport avec des chiffres pour susciter cette prise de conscience de l'opinion qui, mine de rien, n'est pas si négligeable que cela. Il y a un mépris effectivement d'un certain milieu en disant de toute façon on fait ce qu'on veut et ils oublieront. Non, on voit que depuis 20 ans il y a quand même des stades de prise de conscience qui sont quand même assez importants. Et l'engouement pour les circuits courts, pour le bio est quand même en expansion. Il y a quand même tout un tas d'indices, de faisceaux de conscience qui montrent que ça progresse, et les gens vont pas non plus, faut pas les prendre pour des cons. Je persiste à penser que si on avait un petit instrument, une petite application qui permettait, nous individuellement, de savoir quand on sort, si l'air, si l'OX, si l'azote, le dioxyde de carbone sont au-dessus, aussi des normes. Pareil pour l'eau, mais dans son téléphone. Ouais, voilà, je lance un appel. Il y en a une qui s'appelle Plumes Lab qui ça, fait je sais, Plumes Lab. Ouais. Plumes Lab, c'est sur l'air. Mais si on avait la même chose dans le même téléphone pour l'eau, pour l'air, voilà, vous voulez acheter un terrain. Pareil, vous avez accès à Céveso et à tous ces banques de données Internet. L'Europe voulait faire ça à un moment donné pour rendre public ces données sur à la fois la pollution industrielle et de l'eau, etc., parce que ces pollutions sont invisibles. Si on avait ça, alors ça fait flipper, ça ferait flipper. On est toujours sur cette frontière entre monde durable et puis monde qui fait flipper. Mais en même temps, je crois que ça provoquerait
une onde salutaire. Donc je lance un appel. Il y a ça sur les produits alimentaires aussi maintenant, sur tous les produits ménagers. Voilà, je pense que si tout un chacun, n'ayant pas été obligé d'être ingénieur, avait un petit engin pour lui dire voilà, l'air aujourd'hui c'est pas normal, ça augmente, ça excède les seuils autorisés par l'OMS. L'eau, je suis obligée d'aller acheter de l'eau minérale parce que mon bébé il peut pas boire ça parce que je suis en Bretagne et qu'il y a un taux de nitrate pas possible. Donc là aujourd'hui je suis obligée d'y aller et je lui donne pas ça dans son biberon. Ça j'achète pas ce terrain parce qu'on est sur un terrain Céveso et voilà. Là par contre je peux acheter parce qu'en plus il y a des bois, des forêts, ça va me faire du bien et je vais pouvoir construire. Dans cette ville-là, je parlais avec ce professeur allemand, Meyer Lindenberg, ils sont en train de développer une application pour permettre aux personnes dans les villes, parce que c'est ça le grand enjeu, hein, c'est d'apporter tous ces services écosystémiques de la nature dans les villes où sont les gens, pas de les inciter à partir tous à la campagne. Il faut une application qui va permettre à tout un chacun dans les villes, les plus grandes villes, de pouvoir se dire bon voilà, mon parcours aujourd'hui il est ceci, mais si je prends mon vélo et que je passe un quart d'heure, il y a tel et tel espace vert sur mon chemin, donc je peux m'arrêter, y passer 10-15 minutes, prendre un petit peu voilà de verre et de me reposer, de voir ces fleurs, prendre un peu, voilà. Et ben ça peut changer. Au-delà de la prise de conscience, qui est un élément important et qui effectivement, je pense, progresse, quelles sont les barrières justement à cette transition, à cette adoption? C'est quoi? Je pense par exemple à l'énergie, avec la difficulté de sortir du nucléaire, enfin du nucléaire qui d'ailleurs n'est pas une énergie qui fait du gaz à effet de serre, donc qui résout d'autres problèmes. Les bures, qu'est-ce qu'on fait des déchets? Oui, non, après il y a la question des déchets. Mais en fait, j'ai aussi l'impression que c'est très difficile de tout faire justement en même temps, d'à la fois avoir de la croissance économique et donc du travail potentiellement, et donc et en même temps de faire cette transition. C'est comme c'est difficile d'à la fois avoir une ville verte par exemple à Paris et en même temps de permettre aux gens d'aller facilement à leur travail. Alors la difficulté et le grand intérêt intellectuel de l'écologie, mais c'est son côté écosystémique, c'est son côté holistique. Ensuite, c'est là où le politique peut et doit faire des arbitrages intelligents et qui vont dans le sens de l'humain et pas seulement dans le sens du business as usual, parce que ces forces qui résistent sont le business as usual. Et on peut faire tant qu'on veut de l'accompagnement, du leadership des grands dirigeants. Ils sont très peu, comme à part Yvan Chouinard, ils sont très très peu à avoir eu cette prise de conscience presque alchimique, en se disant on passe d'un chef d'entreprise cow-boy prédateur qui va puiser à un chef d'entreprise qui a conscience non seulement de l'intérêt de son entreprise, mais de l'intérêt de la planète. Ça a été étudié, les stades de conscience des dirigeants. Ils sont très peu à être comme Yvan Chouinard sur ce niveau de conscience dirigé, et ça ne se décrète pas. Vous n'allez pas obliger un chef d'entreprise à dire bon ok Coco, demain t'as ton coming out spirituel, tu réalises un peu ce que tu fais, ça. Donc il y a des résistances. Je crois qu'il y a une question de génération aussi, tout simplement. Enfin j'allais dire tout simplement. Il y a un renouvellement des générations. Les jeunes entrepreneurs et les jeunes en général sont beaucoup plus naturellement sensibilisés. Ils sont beaucoup à retourner à la permaculture, à ouvrir des lieux, à créer des pépites. Je pense à Maxime de Rostelan, mais pas seulement, à Marc de la Ménardière. Ils sont beaucoup et je les connais personnellement. Je les ai vus. Eux, ils ont chacun une histoire de prise de conscience. Un enfant différent, une immobilisation parce qu'une longue maladie pour Marc. Donc je les connais. Je vois qu'il n'y a pas une histoire de prise de conscience, et donc mais ils sont jeunes et ils sont sur une autre lancée que la nôtre. Et nous-mêmes, on est des générations, à mon avis, de transition. Moi j'ai été élevée par un père banquier qui n'était pas du tout dans un univers écologique, pas du tout. Je me suis réinventée totalement. Et on tient la main maintenant à des générations de 25-30 ans et qui vont spontanément pas passer par nos erreurs. Et c'est pareil pour certains pays d'ailleurs, mais qui vont directement aller à cela. Alors après, pour le nucléaire, pour répondre à votre question sur le nucléaire, etc., c'est très compliqué. C'est vrai que la vision holistique de l'écologie, alors qu'est-ce que c'est sortir? Déjà, ça n'a pas de sens. Sortir quand, comment et en combien de temps? Surtout en combien de temps? Et puis, la question des déchets, elle se pose pas. Elle se pose pas après ou si on est à le temps, elle se pose en même temps, c'est-à-dire que vous faites du nucléaire, mais qu'est-ce qu'on fait des déchets pour les enfants? Et on voit bien qu'à Bure, ça va remplacer Notre-Dame-des-Landes, sans doute. Ils sont tous partis, à mon avis, à Bure. Et il y a des gros enjeux de résistance. Ces résistants-là ne sont pas forcément dans le champ démocratique. C'est ce qui m'inquiète beaucoup parce que je les ai rencontrés. Ils sont vraiment dans une violence, pour certains, extrême, pas tous.
Mais il y a des enjeux de démocratie quand même à conserver. On ne va pas vers un fascisme et une dictature verte. On est d'accord. On est bien d'accord. Donc il y a quand même un arbitrage politique à faire. Mais le politique, quand il fait ses arbitrages écologiques sur les voies sur berge, il est clair qu'il y a eu des résistances énormes. Des lobbies des taxis et des lobbies des automobilistes. Il y a eu des arbitrages qui sont faits. Il faudrait en parler directement avec Anne Hidalgo pour comprendre ça. Ça serait très intéressant de raconter l'histoire de, des journalistes. Voilà. On va l'interviewer. Pour moi, le nucléaire, c'est un bon exemple de la difficulté d'une transition. C'est-à-dire que d'un côté, on a une énergie qui nous permet de plutôt bien se positionner sur la question, enfin sur la question de l'émission des gaz à effet de serre, qui est la priorité admise ou acceptée au niveau mondial. Aujourd'hui, voilà, on se dit la priorité des priorités, c'est de lutter contre le réchauffement climatique et donc de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et la France dit c'est super, nous on a une solution qui est que 70-75% de notre énergie est produite par le nucléaire qui n'émet pas ça. Du coup, le nucléaire pose d'autres problèmes, notamment sur le plus long terme. Comment on fait l'arbitrage, justement? C'est-à-dire qu'on a l'impression que si on veut résoudre un problème, on en cause un autre, en fait. C'est-à-dire donc de dire, OK, on va sortir du nucléaire très rapidement, sans poser la question, non mais sur 25 ans, mais de dire on sort du nucléaire et donc on va développer sans baisser notre consommation énergétique. Ça fait qu'on va devoir rouvrir des usines à charbon comme ils ont fait en Allemagne, par exemple. Oui, non, mais vous venez de le dire, parce que vous le savez déjà. Ouais. Ça n'est pas possible. C'est pas possible. Donc on fait du nucléaire c'est un bouquet de solutions. Et après donc l'arbitrage. C'est petit à petit développer le renouvelable. C'est tout en faisant du nucléaire, on développe de l'énergie renouvelable, parce que il est vrai que les investissements qui sont portés sur le nouveau, la Cour des comptes l'a quand même clairement assez dit, qu'il y avait des dérives et qu'il y avait une rentabilité qui n'était plus là pour le coup à court terme, notamment en fonction à cause du renouvellement et des questions de sécurité et des déchets qui doivent être tous pris ensemble dans l'évaluation des coûts économiques et de la rentabilité. Ça a été dit. Pour autant, on ne peut pas sortir du nucléaire évidemment du jour au lendemain. C'est une évidence crasse à redire. Et ce qui est vrai, c'est que les investissements qui seraient menés pour rénover des centrales nucléaires désuètes à grands frais et avec beaucoup d'incertitudes, ou financer, aller dans cette course à l'avant, qui quand même encore une tendance des grands travaux, etc. Sans prendre en compte les déchets et ces investissements-là ne seraient pas réalisés sur les énergies renouvelables et ne seraient pas réalisés évidemment. Donc c'est concomitant. Il y a forcément des efforts de consommation énergétique à faire en même temps que des investissements sur les énergies renouvelables, en même temps que se fixer quand même cette ligne de conduite de sortir du nucléaire. Parce que quelle est la finalité quand même de l'écologie, c'est de continuer à vivre ensemble sur cette planète et de la maintenir viable. Et donc viable et risque nucléaire, il y a une incohérence même dans les termes. Le nucléaire fait peser des risques trop grands pour l'humanité. Vous avez sorti un livre l'année dernière, c'est ça? C'est ça. Qui est Sœurs en écologie. Et est-ce qu'on peut parler de ça un peu justement? Pourquoi vous en êtes venu à étudier ce sujet et pourquoi c'est important aussi d'avoir ça en tête, peut-être en se projetant sur les prochaines années? Alors, je suis partie d'un constat très simple. En fait, comme vous, je cherchais des solutions et des pensées nouvelles et des expériences, plutôt des expériences nouvelles appliquées et relatées. Et j'ai trouvé très peu de femmes. Je raconte dans ce livre que j'ai fait une recherche dans l'encyclopédie University. Je raconte Universalis. Une encyclopédie Universalis sur femmes, nature, écologie, et en fait j'ai trouvé Rousseau, reproduction et utérus ou mycose. Et je me suis dit non, c'est quand même un petit peu fort. Où sont Rachel Carson, on parlait de prise de conscience, voilà, avec son printemps silencieux. Où sont Vandana Shiva, où sont Donc j'ai été chercher ces femmes pour savoir si elles avaient eu une autre vision, laquelle, et quelles solutions elles pouvaient apporter dans les enjeux actuels. Et en fait, bien sûr que oui, les femmes ont une autre vision, dans le sens où elles n'ont pas eu la même histoire que les hommes, en fait. Quand on parle de l'histoire des hommes, on parle de l'histoire des hommes, en fait, avec un petit H, bien souvent, et pas des hommes avec un grand H, même si c'est plus noble à dire, ça n'est pas vrai dans les faits. Pourquoi les femmes n'étaient pas dans les lieux de pouvoir, dans les lieux d'éducation, dans les lieux où elles auraient pu avoir la parole, parce qu'elles étaient dans la nature. Justement, elles étaient dans les carrés de Simple, elles produisaient la bière, elles filaient le coton, elles étaient avec les animaux. Et cette expérience séculaire-là,
elle est à creuser, elle est à valoriser. Donc c'est ce que j'ai voulu faire dans mon livre. Et au passage, j'ai trouvé toute une ribambelle de rôles modèles que bien sûr qui peuvent nous servir, jusqu'à des femmes contemporaines aujourd'hui qui proposent des solutions que les hommes peut-être auraient pu proposer. Ça, qui le sait. Mais que ces femmes ont proposé avec, je dirais, un regard oblique. Un regard oblique parce les femmes n'ont pas eu cette position hégémonique, n'ont pas été inscrites dans cette histoire de la rationalité, de la prédation de la nature, n'ont pas été élancées comme tous ces penseurs, toute cette métaphysique occidentale n'ont pas été inclus dans cette histoire où la nature devait être conquise, dominée, labourée, on est toujours là-dedans, etc. On y est un petit peu, même si on vient de le dire depuis une heure, on en sort quand même. Mais on est quand même sur une revalorisation en tout cas une prise de conscience à la fois de la finalité de la planète quand même, et puis de ses ressources. Les femmes, elles n'ont pas été dans cette même histoire finalement que les hommes, dans cette même dynamique, ni dans cette même économie, ni dans cette même science, parce qu'elles ont été médecins très tard, donc elles ont suivi des cursus parallèles, elles ont une histoire parallèle. Et donc de là où elles parlaient, pour reprendre Cohn-Bendit, de là où elle ne parlait pas en fait du même piédestal que les hommes. Elle n'avait pas cette vision anthropocentrique de l'humanité, puisqu'elles étaient des femmes. Ça paraît évident, mais en fait, plus proche du terrain aussi, ou c'est une autre manière de dire. Peut-être plus proche du terrain. En tout cas, au contact avec les ressources forestières, souvent du Népal en Inde, c'est elle qui gère le petit bois, etc. En contact avec les ressources alimentaires, souvent. Moi, je pense à l'Afrique où elles sont responsables de 80% des ressources vivrières, sans avoir le droit du sol. En contact avec l'eau pour les questions d'hygiène, pour les questions donc au contact avec ces éléments au contact avec le sol qu'elles cultivent. Donc, en contact avec ces éléments dont elle constate les dégradations en fait irrémédiables, ce qui les oblige à trouver d'autres façons de produire, d'autres façons de se nourrir, d'autres façons de protéger leur communauté. On n'est pas sur du communautarisme. Quand une femme par exemple dit non, je ne veux pas un dépôt de produits chimiques à côté de l'école de mon enfant, je pense à Love Canal aux États-Unis, elle ne va pas se contenter de dire non. Elle crée un acte de loi qui maintenant empêche le dépôt de produits chimiques à côté proches des maisons d'habitation. Elle crée un centre de justice environnementale. On est sur la justice environnementale souvent avec ces femmes aussi, pour apprendre aux habitants à se défendre, les habitants souvent des quartiers pauvres qui se voient envahis par ces pollutions chimiques. En fait, elle leur apprend à se défendre, à trouver le bon échelon administratif pour se défendre, à créer des pétitions, etc. C'est plus ancré dans le réel, en fait, ou dans une communauté ou dans un lieu. Oui, c'était ancré, mais ça peut être. J'ai découvert au passage des femmes qui ont porté des idées très fortes, comme Hildegard de Bingen, qui était un des premiers médecins du Moyen Âge, comme Rachel Carson que on connaît, mais dont on ne connaît pas non plus forcément toute la finesse, et qui a réveillé l'opinion américaine avec le Printemps silencieux en 1962. Mais même comme Rosa Luxembourg, qui a créé des jardins dans les prisons. Et puis aujourd'hui, elles sont nombreuses. Il y a Corinne Lepage, il y a Valérie Cabanès, avec ce système de droit End of Ecocide on Earth, et ce système de cette pensée qui consiste à accorder des droits pénals à la justice, à la nature. Je pense qu'en fait, ces idées-là, ou Barbara McClintock ou Lynn Margulis, on dit toujours oui, l'hypothèse Gaïa, c'est James Lovelock, mais il y avait une femme avec lui qui n'apparaît jamais. Et quand on lit Lynn Margulis, l'hypothèse Gaïa, c'est en fait l'hypothèse Gaïa, c'est de dire que la Terre a des forces, a des pouvoirs d'autorégulation et c'est l'homéostasie. En fait, elle a des capacités de rétablissement d'équilibre, en tout cas de recherche d'équilibre. Auquel participent tous les éléments de l'écosystème, à la fois les minéraux, l'air, les forêts, les animaux, et donc sauf que l'humain là-dedans, il a acquis une force, et c'est l'anthropocène énorme, qui fait que cette homéostase, cet équilibre, que la Terre s'autorégule comme un organisme vivant. En fait, leur idée, c'était Gaïa est un organisme vivant qui a des mécanismes tout à fait scientifiques qu'ils ont démontrés très précis pour que l'oxygène soit respirable, que l'eau, ça, etc.
Non, mais voilà, en fait, donc je pense que ces femmes-là, elles sont porteuses non seulement d'une histoire dont on peut s'inspirer pour faire de la prospective, mais aussi d'innovations qui sont tout à fait, pour moi, pour conclure. Oui, si on se projette justement sur sur le rôle des femmes maintenant. En fait, pour moi, tout ce que propose, ce que j'ai pu observer que proposent les femmes en termes d'économie, je pense au bien commun avec Elinor Ostrom ou Isabelle Delannoy avec l'économie symbiotique. En termes de droit, je pense à Corinne Lepage avec sa déclaration des droits et devoirs de l'humanité et à l'écocide, c'est-à-dire considérer que la nature a des droits pénals pour assumer notre responsabilité à l'égard des générations futures, ou en sciences avec cette hypothèse Gaïa, toutes les innovations les plus intéressantes pour moi en santé environnementale aussi viennent d'une pensée de femmes sur la nature qui est nouvelle, qui n'a pas été assez mise en valeur et dans laquelle on peut puiser d'autres valeurs que sont le care, le sens de l'interdépendance et la conscience du temps long. Ces trois notions-là, care, conscience du temps long et sens de l'interdépendance, elles sont souvent portées par des femmes. Je dis pas qu'elles sont propres aux femmes, mais d'après ce que j'ai pu observer pendant les quelques années, les 2-3 années d'enquête de mon livre, elles se rejoignent, quelles que soient les cultures, et elles sont portées par des femmes. Vous parliez tout à l'heure du mot environnement. En fait, le mot environnement, pour moi, il est désuet, parce que l'environnement, c'est ce qui nous entoure, c'est ce qui nous environne. En fait, on parle depuis une heure d'écologistes, c'est-à-dire de nous dans cet écosystème, de nous dans les milieux qui nous environnent, la façon dont on peut mieux vivre avec cet environnement-là. Et on a aussi cette nature en nous, d'ailleurs. Et ça devrait aussi... l'économie symbiotique s'y intéresse un petit peu, le biomimétisme s'intéresse un petit peu, mais pas vraiment jusqu'à pousser aux analogies avec le corps humain. Moi, je travaille un peu sur ces questions-là aussi. Alors, c'est quoi les sujets justement que vous explorez en ce moment, les nouveaux sujets ? Alors, moi, j'ai décidé de me focaliser parce que j'ai longtemps abordé l'écologie depuis 20 ans par la santé, l'alimentation, les territoires. Bon, c'était beaucoup de... Et là, je vais me focaliser sur les femmes et la transmission. C'est-à-dire voilà de mettre qui est autre chose que mycose et reproduction dans l'encyclopédie universalis qu'on puisse comprendre. Ça rejoint aussi cette idée que nous avons entendu parler en fait notamment sur les objectifs de développement de redonner le pouvoir aux femmes ou de financer en priorité les femmes parce que c'est de là que va venir le développement. Bah vous savez que le MIT Esther Duflo ils ont analysé en fait que quand les femmes étaient au pouvoir dans certains panchayats en Inde mais pas seulement. Quand les femmes étaient au pouvoir, elles investissaient plus directement dans les questions d'eau, d'hygiène, de sol, de santé, alors que les hommes, c'est plutôt, je vais vous faire hurler, mais le tabac, les jeux, l'alcool, les cigarettes. Donc, c'est les objectifs du développement du millénaire qui ont montré ça. Et Esther Duflo, avec le MIT, aussi a fait une étude là-dessus. Quand elles sont à la tête des villages en Inde, à la tête des panchayats, elles investissent davantage dans des sujets liés au bien-être, à la qualité du milieu de vie, et à l'éducation, et pas dans les routes ou dans les Donc c'est quelque chose qui effectivement doit être. Pour moi, l'écologie est émancipatrice pour les femmes. C'est ce que j'ai découvert dans le sens où ça leur donne l'envie et le besoin, mais pas souvent le besoin de s'exprimer pour revendiquer, pour s'opposer, etc. Et pour obtenir des nouveaux droits sur le sol, sur même les droits d'apprendre à nager, parce que dans les tsunamis, c'est toujours les premières victimes. Elles n'ont pas le droit de nager. Elles ont cette elles produisent 80% de la nature de l'alimentation en Afrique. Pourquoi n'ont-elles pas le droit sur le sol et tous les droits annexes que ça suppose de santé, de scolarisation, ça n'est pas juste du tout. Et donc des gros réseaux sur les femmes et l'environnement affirment que si les femmes avaient davantage de droits sur les sols, de représentativité politique, on a vu pourquoi, ou de représentativité économique, elles agiraient différemment et dans un plus grand respect à la fois des générations futures et de leur qualité de vie. Ben moi je dis banco, essayons ça, puisqu'on n'a pas encore essayé ça. Voilà. Ok, donc c'est on creuse ça. On arrive à la fin là, il me reste 2-3 questions. Vous allez m'épuiser. Hein. Ouais, on a fini. 1h30. Est-ce que vous avez un ou deux livres qui vous ont particulièrement marqué récemment ou moins récemment, personnels ou sur ces thèmes-là ? Il y en a plein. J'arrête pas de lire. Deux au hasard. Sauf à part la collapsologie. On va citer pas mal déjà. Hein. Relire Le Printemps silencieux m'a frappé parce qu'elle fait la première enquête sur les conséquences de la DDT sur la santé humaine. C'est une scientifique, une biologiste marine, et elle est à la fois dans un récit scientifique et
fabuleux dans le sens où elle commence même par une petite fable. Donc j'ai beaucoup aimé cette façon d'écrire à la fois scientifique et comment dirais-je, sensitive. Moi, j'aime beaucoup écrire, donc j'ai été émue par son style et à la fois par sa connaissance. Voilà pourquoi les écrits scientifiques devraient être chiants. Et on peut aussi utiliser l'intuition, la culture. Donc le Printemps silencieux reste pour moi un ouvrage clé sur la prise de conscience, et pour avoir ouvert l'esprit d'Al Gore et puis de toute la population américaine, on sait que c'est un livre qui est très documenté et en même temps qui est très imagé avec des métaphores, donc ça parle beaucoup. Donc je dirais ça. J'ai bien aimé j'ai bien aimé aussi l'écocide. C'est vrai que le livre de Valérie Cabanès m'a énormément plu parce que c'est d'une idée très nouvelle que des pays ont commencé à implémenter, donc ça c'est aussi intéressant de voir comment. Et en Nouvelle-Zélande ou en Inde où des territoires ont implémenté, et donc ça m'a beaucoup intéressé ce livre qui est vers un 5e crime contre l'humanité ou autour de l'écocide. Le titre exact je me souviens plus, c'est très bien aussi. Mais il y en a plein. Je ferai une liste. Faut choisir, c'est la difficulté de cette question. Voilà. Pour finir, en fait, moi, j'ai une question plus personnelle. J'ai une petite fille de 1 an. Donc, pareil, on parlait de déclic tout à l'heure. Il y a pas mal de choses qui sont venues autour de ça aussi. Quels sont les conseils qu'il faut donner justement aux toutes jeunes générations? Ou un conseil même en termes d'éducation pour mieux aborder ces sujets-là, mieux vivre le monde de demain, là, si on revient sur le thème un peu de demain et du futur. Comment on se prépare à tout ça? Il y a tout un tas de nouveaux réflexes de vie alliés à l'écologie à mettre en place quand on est jeune parent pour accroître à la fois le plaisir et aussi assurer la sécurité, passer le plus de temps possible dans la nature, dans la forêt. En Allemagne, en Autriche et au Canada, où je vais filmer en juin, il y a des écoles forestières. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ils apprennent à compter, ils apprennent à travailler ensemble, à bricoler ensemble. Les enfants, ils sont au contact des éléments. Donc, passer le plus possible de temps dans la nature, c'est évident, dans la montagne, quelle que soit la nature, mais pour faire ce réservoir à la fois d'agilité physique, d'habileté, de connexion spontanée aux éléments que les enfants possèdent naturellement. Ils sont très spontanément curieux par les chats, les animaux. Donc, ça développe à la fois leur intelligence, leur intuition, leur sens. Et un réservoir de santé non négligeable. Donc moi je dirais que c'est très important. Ensuite, tous ces réflexes liés à l'alimentation, à la qualité de vie, à la chambre, aux matériaux. Il y a des choses très très concrètes à faire. Moi je me souviens que j'avais, pour mon livre sur les éco-mamans, que j'avais devenir une éco-maman, la première chose à faire c'est non, on ne repeint pas la chambre de bébé avec une peinture chimique à l'arrivée de bébé. Mais ça vous paraît, Dieu merci, ça vous paraît évident, mais combien les parents qui mettent des produits synthétiques qui vont dégager du formaldéhyde ou des peintures qui vont dégager chimique alors que l'enfant va dormir 10 heures dans cette chambre. Donc ça paraît évident, mais ne soyons pas méprisants. Voilà, ne soyons pas méprisants, ça fait partie des choses très importantes. On a pris des très mauvaises habitudes sur ce genre de sujet. Voilà, les matériaux, voilà. Donc il y a toutes ces questions-là, l'alimentation, et puis ensuite sur l'éducation, les emmener dans la nature répondra à pas mal de... parce que il y a l'observation du vivant, il y a la beauté, la joie dans la nature aussi, sans aller jusqu'à une école alternative. Sans aller jusqu'à Captain Fantastic. Et voilà, exactement. Mais c'est sur le temps aussi. La question du temps est importante, c'est-à-dire passer du temps qualitatif et non pas forcément quantitatif, mais qualitatif avec ses enfants. Pour moi, ça fait partie de l'écologie de l'être dont on parlait. Vous leur donnez effectivement peut-être une éducation écologique et quelque chose de bien, mais si vous les écoutez, vous pouvez aussi apprendre beaucoup et de leur façon de regarder la nature et de leur amour pour la nature et les animaux aussi beaucoup dont on a très peu parlé. Et ça nous apprend. Donc finalement, voilà, c'est aussi une source d'apprentissage un enfant. Merci beaucoup Pascal. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.